si on laisse le djihad islamique renforcer ses capacités militaires, il est capable d'atteindre Tel Aviv, il est capable d'atteindre Jérusalem, et encore une fois, sa motivation à détruire l'État d'Israël fait que cela en fait un adversaire extrêmement sérieux pour Israël, et c'est pour ça, je pense que Tsahal est intervenu durant ce week-end. Comme je vous le disais, nous avons le plaisir de retrouver Stéphane Amar, journaliste, écrivain. Bonjour Stéphane, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je voudrais qu'on essaye de commenter les résultats de cette opération. Alors on va aller du plus large jusqu'au plus spécifique, parce que le plus spécifique, c'est intéressant de savoir pourquoi justement les Arabes d'Israël, que vous connaissez bien, ne se sont pas impliqués, n'ont pas manifesté, quasiment pas on va dire, puisqu'il y a eu une petite manifestation à la fin du conflit à la Kikar à Shaon, à la place de l'horloge à Yafo, mais rien de plus, rien qui ne ressemble à ce qui s'est passé l'année dernière au moment de l'opération Le Gardien du Mur. Alors d'abord, sur le plan politique, est-ce que vous pensez d'abord sur le plan en général, est-ce que vous pensez que cette opération finalement a été bien menée par le gouvernement Lapid et par Tsahal ? Je pense que c'est incontestable. D'abord, ça a été une opération extrêmement brève. Il n'y a pas eu de perte humaine pour Israël, ni pour l'armée, ni pour les civils. Les principaux chefs du djihad islamique ont été éliminés, également les sites de lancement de roquettes. Et puis, c'est une victoire également importante pour Israël. Le Hamas n'est pas rentré dans la confrontation. Il a observé de côté des raids qui étaient menés sous ses yeux dans la bande de Gaza. Donc c'est incontestablement un véritable succès pour le gouvernement israélien. Alors je le disais dans une interview que vous avez accordée au Figaro, que vous disiez que le djihad islamique était effectivement un adversaire, un ennemi important pour l'État d'Israël. Finalement, c'est pas peut-être lui donner trop d'importance, alors que l'on dit finalement c'est une organisation terroriste qui a 6 à 8 000 combattants et qui ne peut pas véritablement menacer l'État d'Israël. Pourquoi vous estimez justement au contraire que le djihad a plus d'importance peut-être que son importance numérique ? Alors d'abord, effectivement, c'est un groupe plus petit que le Hamas, mais c'est un groupe qui monte en puissance, qui est bien structuré, qui est extrêmement motivé idéologiquement, qui réclame l'éradication de l'État d'Israël. Et surtout, c'est un groupe qui est soutenu par l'Iran, financièrement et militairement par l'Iran. Alors certes, comme j'explique dans l'interview, il se trouve dans un territoire qui est contrôlé strictement par Israël, que ce soit à Gaza où Israël contrôle les frontières, ou en Cisjordanie où là carrément Israël a le contrôle total et rentre régulièrement dans les villes palestiniennes. Donc cela limite sa capacité à s'armer, notamment à faire entrer des armements lourds. Mais cela dit, on l'a bien vu lors de cette confrontation, si on laisse le djihad islamique renforcer ses capacités militaires, il est capable d'atteindre Tel Aviv, il est capable d'atteindre Jérusalem, et encore une fois, sa motivation à détruire l'État d'Israël fait que cela en fait un adversaire extrêmement sérieux pour Israël, et c'est pour ça, je pense que Tsahal est intervenu durant ce week-end. Alors, on a du mal à comprendre quelle est la position du Hamas par rapport au djihad, justement. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression qu'il actionne le djihad islamique, le Hamas, quand ça l'intéresse, et que parfois, au contraire, il laisse, par exemple, dans le cas précis, Israël faire le sale boulot pour réduire, on va dire, l'influence que le djihad peut avoir dans la bande de Gaza. Expliquez-nous. Alors c'est une attitude effectivement très intéressante, très ambivalente que celle du Hamas dans la bande de Gaza. Alors il y a des liens bien sûr entre le Hamas et le djihad islamique. Cela dit, le Hamas reste un mouvement sunnite issu des frères musulmans, donc de l'Égypte, et à ce titre il est dans une certaine opposition avec le djihad islamique qui lui est un mouvement dirigé, je dirais, animé par des sunnites, mais financé par des chiites, par l'Iran. Donc ça peut créer certaines tensions. D'autre part, il faut se rappeler que le Hamas a fait sa réputation, sa popularité dans son opposition à l'OLP de Yasser Arafat, en disant que Yasser Arafat était faible par rapport aux Israéliens. Et le Hamas ne veut pas que le djihad fasse le même coup, c'est-à-dire construise une popularité à Gaza en expliquant que le Hamas est devenu faible par rapport à Israël. C'est pour ça que je pense, c'est une des raisons pour lesquelles le
le Hamas n'est pas intervenu dans la bande de Gaza, c'est qu'il n'est pas fâché de voir son rival, d'une certaine manière, affaibli par l'armée israélienne et affaibli, je pense, de manière significative. La seconde raison, et je pense la plus importante, c'est que le Hamas, malgré son hostilité à Israël, est engagé dans une forme de pragmatisme. Vous savez que ces derniers mois, des milliers de Palestiniens de Gaza ont été autorisés à nouveau à se rendre en Israël pour travailler. Ça n'était pas arrivé quasiment depuis l'arrivée au Hamas du pouvoir en 2007. Il y a, je crois, ces jours-ci, autour de 14 000 Palestiniens qui rentrent tous les jours depuis Gaza en Israël pour travailler. C'est évidemment une ressource extrêmement importante pour les Palestiniens de Gaza, qui sont bien souvent condamnés au chômage. Et pour qu'il y ait, si vous voulez, cette immigration journalière, il faut qu'il y ait une forme de coopération entre le Hamas et Israël, en tout cas une forme de calme. Et je pense que c'est ce que le Hamas a voulu préserver, c'est-à-dire qu'il a voulu favoriser d'une certaine manière ces relations économiques qui sont souhaitées à la fois par les Palestiniens de Gaza et aussi, on l'a entendu à plusieurs reprises, par le Premier ministre Yair Lapid. Alors justement, le Premier ministre Yair Lapid avait un plan, une sorte de plan Marshall pour la bande de Gaza, qu'il avait déjà avancé en 2014 lorsqu'il était ministre des Finances, et puis qu'il a renouvelé lorsqu'il a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères dans ce gouvernement Lapid-Bennett, et qui parle justement, qui va dans ce sens justement, c'est-à-dire d'ouvrir économiquement la bande de Gaza, de permettre à des Palestiniens de travailler en Israël, de développer un port maritime, toutes sortes de projets d'envergure dans la bande de Gaza. Vous pensez qu'aujourd'hui, Lapid, après, on va dire, ce succès sur le plan sécuritaire, a une opportunité pour tenter d'enclencher ce plan et que ce plan ait une certaine viabilité ? Oui, je le pense. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, dans les tuyaux d'Israël depuis plusieurs années. Netanyahou en avait parlé, Bennett aussi. Et je pense que Lapid s'inscrit aussi dans cette vision qui consiste à dire qu'il n'y aura pas de paix dans l'immédiat avec Gaza. Les antagonismes sont trop profonds. Mais il y a un intérêt des deux parties à coopérer, à se développer. Il y a évidemment l'intérêt d'Israël de voir la bande de Gaza se développer et non pas sombrer dans le radicalisme. Donc effectivement, je pense que là, ça a été un bon test pour Yair Lapid, qui est partisan, lui, de cette paix économique, de voir qu'il y avait une certaine retenue du Hamas. Il faut rappeler que le Hamas n'a pas réellement attaqué Israël depuis la grande confrontation de mai 2021, ni par des tirs de roquettes, ni par l'organisation d'attentats en Israël, contrairement au djihad islamique. Et donc, d'une certaine manière, le Hamas peut être un partenaire. Il faut bien comprendre également que tout ça s'inscrit dans un vaste chantier de réconciliation entre Israël et le monde arabe, donc les accords d'Abraham, puisque vous savez que désormais des hommes d'affaires marocains viennent en délégation à Tel Aviv, des touristes israéliens vont à Dubaï, l'Arabie Saoudite a même autorisé les Israéliens à survoler son espace aérien, et je pense que le Hamas ne peut pas rester complètement étranger à cette atmosphère et doit à sa manière, à son échelle, participer à ce rapprochement entre le monde sunnite et Israël. Et je pense que ce qu'on a vu le week-end dernier est une des marques de cette nouvelle orientation. Alors, je voudrais maintenant, peut-être sous un autre angle, essayer de mesurer un peu l'impact politique de cette opération. Ça a été très rapide, très court, très efficace. Les premiers sondages publiés hier, puisqu'il faut le rappeler, on est en pleine campagne électorale, eh bien, ne semblent pas avoir véritablement modifié la donne électorale. On est toujours dans cette impasse entre 59 et 61, 60-60 entre les deux blocs. Vous pensez-vous que Yair Lapid a marqué des points, peut-être même en matière de leadership à travers cette opération, et qu'il peut commencer à titiller ou espérer titiller Binyamin Netanyahou, qui est tout de même bien devant en matière d'aptitude au poste de Premier ministre? C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans votre question. Effectivement, il y a le fait que les positions des électeurs sont assez figées. Ça, on le voit bien depuis 3 ans que les élections se succèdent. Les gens votent à peu près toujours pour les mêmes partis, pour les mêmes candidats, et ce qui fait le blocage de la situation. Et cela, c'est pas sûr que cela se règle avec ce nouveau scrutin. Cela dit, en ce qui concerne Yair Lapid, oui, effectivement, il a
je dirais, renforcer sa légitimité, sa crédibilité. Il a souvent été présenté par ses adversaires, notamment Benyamin Netanyahou, comme une espèce de créature médiatique, sans réelle substance, et puis aussi comme quelqu'un qui serait faible face aux Palestiniens. Or, il a montré là exactement l'inverse. Il a même été, par certains aspects, beaucoup plus dur que Benyamin Netanyahou, puisque je pense, de mémoire, et vous pourrez me contredire, je pense que c'est la première fois qu'Israël attaque ainsi de manière préventive. En général, toutes les opérations précédentes avaient été déclenchées suite à des attaques palestiniennes, avaient été déclenchées en réaction. Et là, il y a eu une anticipation de l'armée israélienne, une détermination qu'on n'avait pas vue souvent sous Benyamin Netanyahou. Et donc, il ne pourra plus prêter le flanc à cette critique, Yair Lapid, d'être un homme faible, d'être un homme complaisant face au terrorisme palestinien. Ça coupe d'une certaine manière l'herbe sous le pied de ses opposants, en tout cas sous cet angle-là. Donc oui, je pense qu'électoralement, il ne peut que gagner. Est-ce que c'est de nature à renverser le rapport de force? Encore une fois, je ne pense pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il a acquis une certaine stature d'homme d'État avec la confrontation du week-end dernier. Alors, ce que l'on a remarqué également, c'est le silence des Arabes israéliens. Et pas de manifestation, pas de protestation, pas de violence, pas d'émeutes comme celle auquel on avait assisté lors de l'opération Gardien du Mur. Et alors, est-ce que cela est dû au fait que, il y ait toujours, en faire y contre tout, même si la dissolution de la Knesset est active, il y a une coalition dans laquelle figure le parti Ra'am, ou bien c'est tout simplement parce que, d'une certaine manière, les Arabes israéliens, dans cette situation, ont compris qu'il valait mieux ne pas provoquer justement des émeutes? Non, je pense que c'est directement lié à l'attitude du Hamas dans la bande de Gaza, à sa retenue. Il faut bien comprendre que les émeutes de 2021 ont été directement organisées, téléguidées par le mouvement islamiste de Gaza. C'est absolument établi. D'ailleurs, en la matière, Mansour Abbas faisait un peu justement écran. Il essayait de modérer les ardeurs des Arabes israéliens, sans grand succès d'ailleurs, en tout cas au début. Mais il faut bien comprendre que maintenant, et c'est dû notamment à la connexion, à l'ère numérique, Gaza, les Arabes israéliens, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, tout ça ne fait qu'un seul monde, interconnecté par les réseaux sociaux. Et donc, quand il y a des mots d'ordre du Hamas d'affronter Israël, de descendre dans la rue, de provoquer des émeutes, les Arabes israéliens le font par l'intermédiaire de relais du Hamas à l'intérieur d'Israël. Quand le Hamas dit au contraire il faut rester en retrait, il ne faut pas participer à ces hostilités, les Arabes israéliens, en tout cas ceux qui se sentent liés d'une manière ou d'une autre au mouvement islamiste, restent calmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant l'opération Aube. Concrètement, on a vu, on va dire historiquement, et vous êtes plus expert que moi, mais historiquement, on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une opération militaire israélienne pendant une campagne électorale, Stéphane, je crois qu'on l'a perdu, Stéphane Amar. Non, je suis avec vous. Ah voilà, d'accord, voilà, on vous retrouve. Ouais. À chaque fois qu'il y a une campagne électorale, une opération militaire pendant une campagne électorale, on a remarqué que la population arabe boycottait d'une certaine manière le vote et qu'elle ne se précipitait pas, comme dirait Benyamin Netanyahou, vers les bureaux de vote. Vous pensez que là aussi ce phénomène va se remarquer? C'était le cas le plus connu, c'est le fameux cas des raisins de la colère, où on a vu que les Arabes israéliens avaient totalement boycotté les élections entre Netanyahou et Peres en 96. Et cette fois-ci, est-ce que vous avez aussi le sentiment que les Arabes israéliens peuvent boycotter ces élections? Non, je ne pense pas, parce que je pense que par rapport à l'opération que vous mentionnez, ou même par rapport à ce qui s'est passé au mois de mai dernier, mai 2021, on voit bien que la dimension de l'opération et les passions qu'elle suscite n'ont rien à voir. C'était une opération extrêmement ponctuelle, encore une fois, avec des pertes humaines, y compris à Gaza, extrêmement limitées. D'autre part, le djihad islamique n'a évidemment pas la popularité que peut avoir le Hamas dans la population arabe, israélienne et palestinienne. Donc je ne pense pas qu'il y aura un impact. Je pense qu'en revanche, la participation de Mansour Abbas à un gouvernement qui est la première participation réelle, effective d'un parti arabe à un gouvernement israélien aura une influence sur l'attitude électorale des Arabes israéliens. Il y a ceux qui vont suivre, je dirais, ce mouvement de rapprochement, de participation à la vie politique israélienne qu'a amorcé Mansour Abbas, et ceux qui vont s'y opposer de manière radicale. On l'a déjà vu d'ailleurs
dans la déclaration d'un membre de la liste arabe unifiée qui a des propos extrêmement durs, qui fait porter toute la responsabilité de ce qui s'est passé ce week-end à Israël. Il y a donc, on voit bien là deux directions qui se dessinent. Encore une fois, celle incarnée par Mahmoud Abbas, qui est une direction de coopération avec Israël et même de reconnaissance d'Israël comme un État juif, ce qu'a fait explicitement Abbas durant sa présence au gouvernement. Et d'un autre côté, un radicalisme à la fois islamiste, mais également nationaliste, laïque, des Arabes israéliens autour de la liste unifiée. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup pour toutes ces précisions, toutes ces clarifications importantes dans le dossier des répercussions de cette opération Aurore, donc de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne Daniel. journée, à bientôt. Avec plaisir, au revoir.